Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers qui j'espère est ton podcast préféré pour atteindre l'indépendance financière. En tout cas, je suis content parce que ça continue de monter, hein. Vous êtes plus de 2000 aujourd'hui à écouter le podcast régulièrement. Donc merci à vous déjà pour toutes ces écoutes. C'est ce qui permet au podcast de vivre, de aussi m'inciter à continuer à publier du contenu comme je le fais déjà actuellement toutes les semaines, tous les jeudis, mercredi ou jeudi matin, tu as un nouveau podcast. Et probablement à partir de la semaine prochaine, il y aura un deuxième podcast qui sera le lundi matin ou le lundi midi. Je t'en dis pas plus, je te laisserai découvrir ça début de semaine prochaine. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait peur à beaucoup d'entre vous. Comment investir en bourse quand on n'y connaît absolument rien. Tu sais, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand j'entends quelqu'un qui dit la bourse est comme le casino ou la bourse est trop compliqué pour moi. Je vais te dire un secret, j'étais exactement comme ça en 2010 quand j'ai commencé. Et mes investissements de 2010, c'était une vraie catastrophe. J'ai perdu 5 ans d'investissement, 5 ans d'intérêt composé, car j'avais pas de stratégie, je fonçais tête baissée dans tous les travers de la bourse, je consommais beaucoup d'informations sur les forums, je lisais Capital, etc., les Échos, et ça n'a mené à pas des gros rendements, pas beaucoup, vraiment 5 ans perdus. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à faire fructifier leur argent en bourse alors que d'autres se plantent systématiquement? Ou peut-être que tu te demandes tout simplement par où commencer. Donc dans cet épisode, je vais te donner toutes les clés pour te lancer même si tu pars de zéro. Donc j'espère que tu es prêt à découvrir comment faire travailler ton argent plutôt que de travailler pour l'argent parce que c'est le guide ultime pour 2025 et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi investir en bourse plutôt que de laisser dormir ton argent sur un livret A, par exemple. On va commencer déjà par répondre à cette question. Pourquoi investir en bourse plutôt que de laisser ton argent dormir sur un livret A? C'est ce que je viens de te dire, désolé, je me répète. La réponse, elle est simple, c'est le rendement. Prenons un exemple concret. Le CAC 40, l'indice phare de la bourse de Paris que tu connais peut-être parce que on en entend parler à la radio depuis que je suis petit. Et d'ailleurs, récemment, je me suis fait la réflexion, c'est marrant. Même quand j'étais petit, j'avais ce truc dans ma tête de dire mais c'est quoi le CAC 40? Pourquoi ils parlent de ça tous les jours à la radio, etc. Et c'est marrant que du coup maintenant, finalement, ça soit mon quotidien et quelque part un peu mon métier d'investisseur soit basé autour de ça alors que j'écoutais ça quand j'étais petit à la radio. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc le CAC 40, c'est l'indice phare de la bourse de Paris. Et j'étais assez surpris. Bravo le CAC 40 parce que par exemple sur les 5 dernières années, le CAC 40 a fait une performance de 16,74% dividendes réinvestis. Donc c'est vraiment pas mal. 16,74%, je te répète, comparé au livret A qui a été abaissé et qui tourne actuellement autour de 2,4%. Donc la différence, elle est vraiment colossale. Et pour te donner une idée de ce que ça représente, bah imagine que tu investis, on va dire le plafond actuel du livret A, donc 22 950 euros. Après 5 ans sur un livret A à 2,4%, bah tu auras environ 25 839 euros. Et si tu investis exactement le même montant en bourse sans rien faire et profiter simplement par exemple de la performance du CAC 40 qui est à 16,74% par an sur les 5 dernières années, et bah tu transformes tes 22 950 en 49 760. Donc presque 2 fois plus sans rien faire que d'investir sur le CAC 40. Donc la différence vraiment elle est colossale. Et encore, bah, ces chiffres, on ne prend pas en compte l'inflation qui va manger littéralement ton pouvoir d'achat tous les ans quand ton argent dort sur des placements peu rémunérateurs comme le livret A ou les fonds en euros en assurance vie. Donc maintenant, attention, je dis pas que la bourse monte de 16,74% chaque année comme un métronome. Il y a des hauts, il y a des bas, tu peux avoir des années à plus 30 et d'autres à moins 20.
Et c'est justement pour ça qu'on parle d'investissement à long terme, parce que la bourse, les cycles sont d'environ 5 à 8 ans. Donc l'horizon de temps de placement de 5 ans est intéressant. Par exemple, sur le CAC 40, dont je viens de te donner l'exemple juste avant là, on est sur un horizon 5 ans. Donc là, au moment où je tourne le podcast, on est en 2025, en mars 2025. Donc ça veut dire qu'on prend des placements qui ont commencé en mars 2020, donc en plein Covid. Donc on traverse déjà la crise du Covid de 2020 et la crise que j'ai appelée la crise post-Covid de 2022. Donc tu vois qu'on est vraiment révélateur d'une performance qu'on peut attendre en bourse, en tout cas sur ces 5 dernières années pour la bourse. Pour te donner un exemple plus personnel, moi quand j'ai commencé à appliquer sérieusement ma stratégie d'investissement à partir de 2012-2015, j'ai réussi aujourd'hui avec du recul, avec les erreurs de débutants, etc., à malgré ça obtenir un rendement moyen qui va être supérieur à 20% par an sur la partie bourse. Et bien sûr, certaines années, on va y revenir dans ce podcast, certaines années ont été moins bonnes que d'autres, mais c'est vraiment la constance et la discipline qui font la différence pour moi sur le long terme. Donc pour te donner une image concrète, la bourse c'est un peu comme si tu allais planter un arbre. Le meilleur moment pour commencer forcément c'était il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans comme tu le vois. Et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc n'hésite pas à cocher cette case bourse. En tout cas j'espère que ce podcast va te donner envie de le faire. Et d'ailleurs, c'est le but de ce podcast, te donner envie d'investir en bourse notamment. En tout cas, de construire toutes les bases qui vont te permettre d'obtenir une indépendance financière plus ou moins rapidement selon ce que tu fais. On va revenir sur les bases à connaître avant de te lancer en bourse. Avant de te lancer tête baissée, il y a quelques notions de base à comprendre. Donc t'inquiète pas, je vais pas te faire un cours d'économie barbant. Je vais juste te donner les clés pour comprendre le jargon et les mécanismes fondamentaux de la bourse. Et donc la première question c'est déjà qu'est-ce qu'une action ? C'est simplement en fait une part de propriété dans une entreprise. Et par exemple quand tu achètes une action de Total, tu deviens littéralement propriétaire d'un petit bout de Total. Ça signifie que tu as le droit à une partie des bénéfices qu'on appelle dividendes en bourse. Total verse des dividendes tous les ans et que tu peux aussi profiter de la croissance de l'entreprise parce que si l'entreprise croît, potentiellement la valeur de l'action va également augmenter dans le temps. Donc tu vas pouvoir être rémunéré en ayant rien qu'une action Total de deux manières, toucher les dividendes et profiter des rendements parce que l'action va plutôt monter sur le long terme. Ensuite, on va parler des obligations, c'est un peu différent. Les obligations, c'est un peu comme si tu devenais banquier d'une entreprise ou d'un État. Donc tu te mets, c'est un peu comme si tu prêtais ton argent à une entreprise ou un État, et en échange, il te verse des intérêts annuels, comme toi, quand tu empruntes pour acheter de l'immobilier, tu vas payer une part de capital et une part d'intérêt. Les obligations, c'est la même chose. Généralement, c'est moins risqué que les actions, même si je mettrais des guillemets parce que depuis 2020, on a quand même une belle crise obligataire avec une chute de presque 30 à 40% des obligations d'État américaines notamment. Mais ça tient pas forcément compte des rendements. Et les rendements d'ailleurs sont plutôt faible, puisque quand les obligations vont bien, on va dire sur du long terme, tu vas peut-être faire entre 2, 4, 5% par an, grand maximum avec les obligations. Ensuite, il y a une notion vraiment fondamentale à avoir en 2025 aujourd'hui, c'est la notion d'ETF ou de tracker. Personnellement, c'est mon outil préféré pour les débutants, même pour moi, qui investis depuis 15 ans. C'est vraiment mon outil préféré. Et pour faire simple, un ETF te permet d'investir dans un panier d'actions ou un panier d'obligations en une seule transaction. Donc au lieu d'acheter 40 sociétés, 40 actions différentes pour répliquer toi-même le CAC 40, tu achètes un seul ETF et cet ETF le fait pour toi. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. J'insiste beaucoup dessus. Si tu écoutes le podcast depuis un moment, tu en as déjà entendu parler, mais c'est vraiment une notion fondamentale. C'est pour moi un game changer pour l'investisseur particulier. Avant, on était obligé de bosser avec des fonds, des banquiers, etc. Maintenant, tu ouvres ton compte, on va revenir sur ces notions-là. Tu ouvres ton compte, tu mets de l'argent dessus,
t'achètes un ETF et tu feras mieux déjà que 80-90% des fonds d'investissement. Donc c'est vraiment pas à minimiser. Ce que je te dis dans ce podcast, c'est des bases, mais en même temps, si tu comprends bien ce socle de base, ça va vraiment ouvrir beaucoup de possibilités pour toi en tant qu'investisseur. Une autre notion qui est importante, j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast, c'est la diversification. C'est le fameux ne mets pas tous les œufs dans le même panier. J'ai plein d'exemples de personnes en coaching qui avaient perdu beaucoup d'argent en faisant des all-in sur 2 ou 3 actions et ils s'en mordent tous les doigts aujourd'hui. Donc fais pas cette erreur de faire du all-in sur quelques actions ou all-in Bitcoin ou je ne sais quoi. Fais vraiment attention à ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. C'est un jour, il y a un ami qui m'a demandé si je pouvais lui recommander les actions qui vont exploser cette année. Et je lui ai répondu tout simplement, si je le savais, je serais déjà multimillionnaire parce que j'aurais mis 10 000 euros avec du levier sur l'action et j'aurais pu faire presque 1 million assez facilement. Mais malheureusement, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal et du coup, je ne peux pas te dire l'action qui va exploser en 2025, j'en suis désolé. La vérité, c'est vraiment que personne ne peut prédire avec certitude les mouvements à court terme de la bourse. C'est pourquoi la stratégie pour moi la plus efficace pour les débutants, c'est d'investir régulièrement, peu importe les conditions de marché, et de pas se prendre la tête. Un dernier point qui est pour moi fondamental, c'est comprendre la différence entre l'investissement et la spéculation. Il y a beaucoup d'investisseurs en bourse qui mélangent les deux. Investir, c'est acheter un actif pour sa valeur intrinsèque. Donc voilà, je sais pas, t'achètes Total parce que tu considères que le prix est correct et que la société va faire de la croissance sur les prochaines années. Et tu conserves ça à long terme, tout simplement. Ça, c'est investir. Spéculer, c'est tout simplement parier sur les fluctuations de prix à court terme. Par exemple, je sais pas, tu vois, tu te dis... Tiens, en ce moment, l'Europe est en train de s'armer, potentiellement d'augmenter les budgets dans la défense. Donc, je vais investir sur Thales, par exemple. Ça, c'est de la spéculation. Donc, c'est parier sur une fluctuation à court terme, sachant que quand tu te dis ça, toi, en tant qu'investisseur débutant, t'inquiète pas que les marchés se le sont dit bien avant toi et que le prix est déjà pricé en conséquence. Donc pour les débutants, je recommande vraiment de toujours commencer par l'investissement et pas la spéculation. Parce que la spéculation, c'est un peu plus comme jouer au poker. Et si tu vois pas qui est le pigeon à la table, eh ben, c'est probablement toi. Donc fais attention à la spéculation. Les différentes options d'investissement pour un débutant. Maintenant que tu comprends les bases, voyons quelles sont les meilleures options pour débuter pour toi en bourse. Et je vais être franc, honnête, si tu débutes, il y a une option qui se démarque clairement des autres, c'est les ETF, comme je t'en ai parlé. Un ETF, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice boursier, d'un secteur, d'une région, même de l'or par exemple. Alors là, c'est plus un ETC, mais c'est un peu le même principe. C'est ce que j'appellerais ne pas chercher l'aiguille dans la botte de foin, mais acheter toute la botte de foin. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Au lieu de sélectionner les meilleures actions, ce qui est très difficile à faire, même pour les professionnels, et bah, tu investis sur l'ensemble du marché. Par exemple, si on reprend mon exemple du CAC 40, bah, tu peux acheter un ETF qui réplique le CAC 40. Tu peux acheter un ETF qui réplique le SP500, qui sont les 500 plus grosses sociétés américaines, où tu as des ETF, comme j'en ai déjà parlé sur ce podcast, qui répliquent même un indice mondial qui s'appelle le MSCI World. L'avantage, c'est que tu es automatiquement diversifié et c'est que les frais sont très bas. Souvent, on va être sur des frais autour de 0,15-0,3% par an. Et donc, ça défie toutes les concurrences des fonds d'investissement aujourd'hui. Donc, tu peux commencer aussi. Le gros avantage, c'est que les ETF, ils n'ont pas des valeurs qui sont astronomiques. Donc, tu retrouves des ETF à partir de 20, 30, 50 euros. Donc, tu peux, tu vois, si tu mets 100 euros par mois de côté, tu peux assez facilement acheter 1 ou 2 ETF par mois, tranquillement, sur le long terme. Et tu feras déjà des très bonnes performances. Il y a une statistique qui m'a vraiment marqué sur mon parcours d'investisseur, c'est que 80-90% des gestionnaires de fonds professionnels ne battent pas leur indice de référence sur le long terme.
En clair, même les pros ont du mal à faire mieux que le marché. Alors pourquoi s'embêter à sélectionner des actions individuelles quand on débute? Et même quand on débute pas. Enfin, si tu comprends cette stat, ça va aussi, ça va te permettre de pas encore moins te prendre la tête. Parce que si actuellement tu es en train d'investir sur des actions individuelles, c'est une histoire d'ego. C'est une histoire de te dire, moi, je suis meilleur que le marché, je vais acheter telle ou telle action, et puis du coup, ça va me permettre de, regarde, là, j'ai fait 20% sur cette action, c'est trop bien, j'ai pris la bonne décision. Souvent, les personnes qui réagissent comme ça, elles ne se comparent même pas au marché. Donc, elles savent même pas si elles battent le marché ou pas. Et donc, c'est aussi important, du coup, d'avoir un outil. Moi, j'ai mon fichier Excel, par exemple, qui te permet de te comparer au marché aussi et de savoir si tu vas surperformer ou sous-performer le marché. Parce que si tu le sous-performes, bah, autant prendre un ETF qui va suivre le marché. Donc, pour te donner un exemple un peu plus concret, imagine tu as commencé à investir dans un ETF MSCI World, par exemple, qui réplique donc la performance des bourses mondiales. Tu verses dessus 300 euros par mois en 2015. On va prendre quelqu'un qui investit sur les 10 dernières années. Et en 10 ans, bah, tu auras fait une performance moyenne d'environ 9,7% par an. Donc, ce petit investissement régulier de 300 euros par mois te permet de constituer un capital en 10 ans de presque 60 000 euros. Si tu montes à 20 ans, tu peux même dépasser les 200 000 euros. Donc c'est un moyen sûr et fiable de créer potentiellement aussi une retraite complémentaire qui va être beaucoup mieux rémunéré que n'importe quel PE ou PERP ou ce que tu veux, ce qu'il y a sur le marché actuellement. Donc le plus beau en plus, c'est que tu n'as pas à passer des heures et à analyser des entreprises et à stresser sur des publications de résultats. Au-delà des ETF, pour revenir sur cette notion de résultat, c'est ça aussi qui fait prendre la tête. C'est que si tu veux choisir toi-même tes actions, tu vas être obligé de t'abonner à des médias financiers, de regarder les bilans de résultats, les bilans de société, les comptes de résultats, les news, etc. Et tu vas passer des heures et des heures à prendre des décisions, savoir si tu as pris ensuite la bonne décision, savoir si tu dois vendre ton action ou pas. Enfin, c'est des heures passées pour au final sûrement sous-performer le marché. En complément des ETF, quand tu débutes, je te conseille aussi d'investir via un PEA, un plan d'épargne en action, ou une bonne, entre guillemets, assurance vie en unité de compte. T'en as aujourd'hui qui proposent pas mal d'ETF. Donc ça a pas mal changé aussi depuis que j'investis. À l'époque, il y avait sur les assurances vie, quand j'ai commencé, il y avait vraiment que des fonds gérés activement par des professionnels. Aujourd'hui, sur les assurances vie, ils se sont adaptés et tu as plus en plus d'assurances vie qui proposent aussi des ETF. Donc ça, c'est bien aussi que le monde de la finance finalement s'adapte aussi à la demande des particuliers. Le meilleur pour moi reste le PEA parce que tu as une fiscalité avantageuse qui est dès 5 ans de détention et du coup au bout de 5 ans tu n'as que 17,2% d'impôts sur la plus-value qui sont même pas de l'impôt sur le revenu mais qui sont des prélèvements sociaux, alors que l'assurance vie c'est au bout de 8 ans et c'est moins, je ne veux pas rentrer dans le détail dans ce podcast, mais c'est moins intéressant que le PEA au niveau fiscal. C'est plus intéressant à l'inverse si tu as plutôt des objectifs de transmission, si tu es proche de la retraite ou voilà, proche de 60, 70 ans, 80 ans, peut-être te tourner plutôt vers une assurance vie. Et ces enveloppes vont te permettre d'investir dans des ETF ou n'importe quel autre support et du coup tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité, à contrario d'utiliser un compte titre, comme le fait la majorité des débutants aujourd'hui avec des trucs genre Trade Republic ou eToro. Alors Trade Republic propose maintenant un PEA, mais quand tu regardes, en général, les débutants sont vraiment sur des comptes titres et c'est bien dommage parce que la fiscalité est quand même beaucoup moins avantageuse. Une recommandation que je pourrais te faire pour débuter, c'est que tu commences, comme je te l'ai dit, par un ETF World ou alors tu mixes plusieurs ETF comme un ETF qui suit par exemple le SP500, le Nasdaq, le DAX et puis le CAC 40 si tu veux un peu d'Europe ou alors l'Eurostoxx 50 si tu veux suivre toute l'Europe d'un coup. Et tu mets des versements réguliers en place là-dessus. Par exemple, 200 euros tous les mois. C'est simple, c'est efficace, ça te permet de te familiariser progressivement avec les marchés financiers sans prendre des risques démesurés. Et pour moi, c'est un très bon moyen de commencer. Comment on démarre concrètement ?
Donc maintenant, on va passer aux étapes concrètes pour commencer à investir en bourse. Je vais te donner une feuille de route qui va être simple. Tu pourras suivre étape par étape. Si tu veux mettre pause dans le podcast et passer à l'action, et ben, tu vas pouvoir suivre toutes ces étapes. Donc première étape, déterminer ton profil d'investisseur. Pose-toi ces questions. Quel est ton horizon de temps de placement? À quel moment auras-tu besoin de cet argent si tu en as besoin? Et es-tu prêt à supporter des baisses temporaires sur ton portefeuille? Si oui, de combien? Pour te donner un ordre d'idée, si tu prévois d'utiliser cet argent dans moins de 5 ans, la bourse, pour moi, c'est pas forcément le meilleur endroit pour toi parce que, comme je t'ai dit, il faut au moins que tu puisses bloquer, entre guillemets, cet argent sur les 5 prochaines années de ta vie. Par contre, si tu investis sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou pour tes enfants, par exemple, qui sont peut-être petits, comme ma fille qui a 20 mois, et qui du coup a plus de 20 ans devant elle d'investissement, bah, la bourse, c'est parfaitement adapté pour ça. Donc ça, c'est la première étape, travailler ton profil de risque. Deuxième étape, choisir la bonne plateforme. Tu as besoin d'un courtier, on appelle ça un courtier en ligne ou un broker. C'est fini le temps où t'appelais Wall Street ou un broker qui était dans la salle de marché et, au téléphone et qui passait physiquement tes ordres. Aujourd'hui, un courtier en ligne, ça fait largement le travail et ça te permet d'acheter, de vendre des actions ou des ETF. C'est ton intermédiaire avec le marché, en fait. Donc, c'est comme si tu ouvrais un compte bancaire et tu mets de l'argent dessus et ce compte bancaire va te permettre d'acheter directement des actions. Donc, tu as une petite barre de recherche, tu tapes, CAC 40 et puis tu vas tomber sur les ETF du CAC 40, par exemple. Donc il y a nombreuses options sur les courtiers en ligne. Moi, je travaille pas mal avec Bourse Direct, Saxo Bank ou donc pour les PEA et DEGIRO ou Trade Republic pour les comptes titres qui font largement le travail et qui ont des frais intéressants. Donc moi, j'ai déjà filtré pour toi les frais. Tu as peut-être aussi Interactive Broker, mais qui est un peu plus usine à gaz, qui peut être intéressant. Et le critère principal à considérer, bah, c'est bien sûr les frais de courtage. Les frais de courtage, c'est le coût de chaque transaction. À chaque fois que tu vas dire à ton courtier je veux acheter 10 actions totales, et ben il va te facturer un coût sur la transaction. Donc ça peut être un coût fixe sur les petits montants, ça va aller entre 1 euro et 2 euros. Et passer une certaine valeur, ça va être proportionnel. Donc par exemple, on va te prendre 0,1% du coût du montant total de la transaction, par exemple. Donc ça, c'est ce que facturent actuellement les courtiers en ligne. Avant, tu avais les frais de garde. Donc ça, c'est ce que tu paies pour la tenue des comptes. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus que les banques traditionnelles qui te facturent ce genre de frais. Donc l'objectif, c'est quand même de basculer sur des courtiers en ligne, à mon sens, qui vont avoir aussi une interface qui va être plus sympa et des frais qui vont être beaucoup moins élevés. Et l'application dans la poche qui te permet de passer tes ordres en bourse, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde. À partir du moment où tu as une connexion Internet et un smartphone, tu pourras, de la même manière que tu gères tes comptes bancaires, tu pourras tout simplement investir en bourse. Donc personnellement, moi j'ai commencé avec un PEA chez Bink à l'époque en 2010 et entre-temps Bink a été racheté par Saxo Bank, donc c'est pour ça que je recommande Saxo Bank parce que je suis toujours chez eux pour le moment et ils font, ça fait le taf quoi. Ça fait le taf, ils n'ont jamais trop fait bouger les prix et ils sont stables dans le temps, mais Bourse Direct fait aussi des choses intéressantes sur le PEA. Comme je te dis, attention au PEA des banques traditionnelles, ils prennent des frais qui sont très importants, même encore aujourd'hui, donc fais attention à ça. Une fois que tu as sélectionné ton courtier en ligne, il faut ouvrir ton compte titre ou ton PEA. Comme je te l'ai dit, le PEA est généralement plus avantageux fiscalement, en tout cas pour les résidents fiscaux français. Si tu es francophone mais dans d'autres pays, je t'invite à te consulter, te rapprocher de moi ou consulter la fiscalité locale sur les plus-values des actions. Tu peux trouver assez facilement les infos sur Internet, mais en tout cas en résident fisco-français, le PEA reste la meilleure enveloppe pour investir, sachant que souvent la réaction qu'on me donne, c'est que c'est limité aux actions européennes, et à ça je te réponds oui mais non. Parce que aujourd'hui le PEA permet d'investir sur des ETF qui vont être partout dans le monde. Donc il n'y a pas de restriction. Il y a une restriction, mais disons qu'elle a été contournée par les financiers qui sont très malins.
Ensuite, tu as le compte titre qui est plus flexible parce qu'il te permet d'acheter plus de choses, mais qui va être quand même beaucoup moins avantageux fiscalement. Donc pour débuter, je te recommande vraiment d'ouvrir un PEA. Tu as un plafond de versement qui est quand même de 150 000 euros, donc c'est largement, à mon sens, suffisant pour commencer. Quatrième étape, commencer à investir, mais progressivement. Ne mets pas toutes tes économies d'un coup en bourse. Utilise plutôt la stratégie du dollar cost averaging, des CA, ou investissement périodique en français. T'investis la même somme à intervalles réguliers, peu importe les conditions du marché, comme en ce moment où le marché est baissier, tu te poses pas trop la question. Tu investis tes 100 euros par mois et tu te poses pas trop de questions de ce point de vue-là. Pour moi, c'est une excellente façon de réduire le risque et de pas avoir à essayer de timer le marché, ce qui est pratiquement impossible aujourd'hui. Pour te donner un exemple concret, tu as 12 000 euros à investir, plutôt que de mettre tout d'un coup, tu investis 1 000 euros par mois pendant un an et ça va te permettre comme ça de lisser tes prix d'investissement et ton prix moyen d'achat. Si le marché baisse après tes premiers 1 000 euros, tu pourras acheter le mois d'après avec tes nouveaux 1 000 euros et tu vas acheter moins cher. Donc tu vas en acheter plus et ça va te permettre comme ça de moyenner en temps et dès que le marché repartira à la hausse, tu seras très rapidement dans le vert. Cinquième étape, surveiller et ajuster, mais pas trop souvent. C'est une erreur courante de vérifier son portefeuille tous les jours et de paniquer à la moindre baisse. Moi, je recommande de regarder ton portefeuille qu'une fois par mois ou même une fois par trimestre, ça suffit largement. La bourse, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc pour te donner un exemple personnel, en 2022, il y a eu le crack post-Covid, je vais y arriver, de la bourse, et mon portefeuille en 2022 a chuté de presque 50%, mais au lieu de paniquer et vendre, d'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de débutants qui ont dû paniquer et vendre, moi j'ai maintenu le cap, j'ai même augmenté la valeur de mes investissements mensuels et un an plus tard, non seulement j'avais récupéré largement mes pertes, mais j'étais aussi largement en positif avec plus 90% en 2023 et plus 74% en 2024. Et je te donnerai mes chiffres de 2025 quand l'année sera terminée. Où tu peux écouter le bilan mensuel du nouveau rentier pour en savoir un petit peu plus pour mes stats mensuelles. Donc c'est ça pour moi la puissance de l'investissement à long terme. Maintenant que tu as un plan d'action pour faire tout ça, je vais te donner quand même les erreurs à éviter. Les erreurs vraiment classiques que font les débutants, j'en ai fait pas mal. Première erreur, investir sans éducation préalable. Ne mets pas, à mon sens, 1 euro en bourse avant d'avoir compris les bases de l'investissement. Donc tu as des podcasts comme celui-ci qui vont te permettre de bien comprendre ce monde-là avant d'investir. Tu as aussi des formations, des accompagnements pour t'aider à prendre en main ce nouveau monde qui s'ouvre à toi. J'en fais, d'autres en font. Je te conseille de te rapprocher des personnes que tu aimes bien et de potentiellement travailler avec elles si tu veux un accompagnement pour faire tout ça et pas faire trop d'erreurs. L'investissement en bourse, c'est un peu comme si tu apprenais à conduire et quand tu apprends à conduire, tu vas pas sur l'autoroute sans avoir pris des leçons. Donc la bourse, c'est un peu pareil. Fais attention à ça. Deuxième erreur, suivre des conseils d'investissement sans les vérifier. On a tous un oncle, un collègue qui a déjà parlé d'une action qui allait exploser. Donc n'investis pas bêtement sur des choses sans faire tes propres recherches parce que tu as plus de chances que l'action explose, mais pas dans le bon sens. Fais attention à ça. Troisième erreur, avoir des attentes irréalistes. La bourse, c'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. Si quelqu'un te promet 20% par mois sans risque, barre-toi et va voir ailleurs. Il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui sur la crypto, téléphone ou même des comptes de trading où ils vont faire soi-disant du copy trading et en fait ils vont se barrer avec la caisse au bout de quelques mois, quelques années. Donc fais bien attention à ça. Reste maître de tes investissements, ne confie pas ton argent aux autres sans réfléchir et fais attention aux arnaques. Un bon moyen de détecter si quelque chose est une arnaque, tu vas voir sur Trustpilot, tu tapes le nom de la société ou de la personne, tu peux taper Florent Pontier par exemple, tu verras tous les avis
des personnes que j'ai accompagnées sur la partie bourse, et ça peut te permettre de te réconforter pour travailler avec telle ou telle personne. C'est en tout cas, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est le seul moyen qu'on a finalement de mettre des avis fiables de nos clients qui sont certifiés et qui vont te permettre du coup d'être sûr un petit peu de la personne avec qui tu travailles, tout simplement. Les rendements réalistes à long terme, de manière, on va dire sur un investisseur intermédiaire, ça va être de faire de 7 à 12% par an. Avec ma méthode RSR, j'ai réussi à obtenir plus de 20% par an en moyenne, mais ça implique une stratégie qui va être précise, mensuelle, et une discipline qui est vraiment importante à mettre en place. Donc c'est ce que j'enseigne dans les accompagnements et dans la méthode RSR, mais du coup il faut juste un peu de connaissances pour passer du stade 7 à 12% à plus de 20%. Donc voilà. Quatrième erreur, ne pas avoir de plan. Avant d'investir, comme on en a parlé, définis tes objectifs, ton horizon de temps de placement, ta tolérance au risque, parce que sans plan, tu risques de prendre des décisions émotionnelles au pire moment. Cinquième erreur, et peut-être la plus commune, paniquer pendant les baisses. Les marchés fluctuent, c'est normal. En moyenne, le marché connaît une correction de 10% au moins une fois dans l'année. Et pendant les crises, ce qu'on appelle le bear market, tu peux avoir des baisses qui vont être de 20% ou plus sur des périodes qui vont être de 3 à 5 ans, je dirais. Donc les baisses font partie du jeu. Et en fait, souvent, les baisses représentent une opportunité d'acheter moins cher, finalement. Parce que tu sais que sur le long terme, ça fait que monter. Donc quand ça baisse, t'achètes moins cher, tout simplement, et t'es content. Donc moi, je me souviens encore de ma première grosse baisse de marché en tant qu'investisseur. J'étais littéralement collé à mon écran, à regarder mon portefeuille fondre jour après jour. J'ai même envisagé un moment de tout vendre pour limiter les dégâts. Et heureusement, à l'époque, j'étais sur des forums spécialisés parce qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui, ou même les podcasts, tout ça, ça n'existait pas. Et j'ai lu une phrase qui m'a marqué, c'est « La seule façon de transformer une baisse temporaire en perte permanente, c'est de vendre ». Je te répète la phrase, « La seule façon de transformer une baisse temporaire en perte permanente, c'est de vendre ». Donc, si tu comprends bien cette phrase, il faut tenir. Il faut continuer d'investir, voire investir plus. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu bon et quelques mois plus tard, mon portefeuille avait non seulement récupéré sa valeur initiale de l'avant-baisse, mais en plus, il était en hausse. Donc la leçon à avoir, c'est que les émotions sont vraiment un des ennemis numéro 1 de l'investisseur en bourse. Donc c'est pourquoi avoir une stratégie claire et automatisée comme la méthode RSR, ça peut faire toute la différence pour toi en tant qu'investisseur. Voilà, je pense qu'on a couvert pas mal de bases de l'investissement en bourse pour les débutants. Donc si on récapitule rapidement, pour moi la bourse offre les meilleurs rendements à long terme. Par exemple 16,74% par an sur le CAC 40 sur les 5 dernières années. Pour débuter, comprends bien les bases, ce que c'est une action, une obligation, un ETF, l'importance de la diversification et ce que ça t'apporte au niveau des ETF justement. Pour moi, les ETF sont une option idéale pour les débutants. C'est simple, c'est diversifié et ça coûte pas cher. Donc pour démarrer, tu définis ton profil, tu choisis ta plateforme, tu ouvres un compte, tu mets de l'argent dessus et t'investis progressivement et tu surveilles ça sans trop stresser. C'est ce qui te permettra de profiter des rendements de la bourse. Et enfin, les erreurs classiques, investir sans éducation financière, suivre aveuglément des conseils, avoir des attentes irréalistes sur la bourse, ne pas avoir de plan et paniquer pendant les baisses. Voilà un petit peu pour ce podcast spécial débutant. Maintenant, si tu veux aller plus loin et vraiment maximiser tes rendements, je t'invite à découvrir ma méthode RSR. C'est ce qui m'a permis d'obtenir un rendement moyen de plus de 20% par an. Donc ça, c'est calculé sur les 25 dernières années. Cette méthode, elle est unique sur le marché francophone. Elle utilise un petit algorithme que j'ai créé pour moi avant tout, qui est spécifique et qui permet de comprendre les différents cycles économiques du marché et d'investir au bon moment et de sortir aussi au bon moment pour pas subir les baisses. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle ne nécessite que 10 à 15 minutes de gestion par mois. T'as bien entendu, 10 minutes
par mois pour potentiellement transformer ton patrimoine et ton avenir financier. Donc pour avoir plus d'informations sur la méthode RSR, tu peux cliquer sur le premier lien qui est là dans la description de ce podcast ou tu tapes tout simplement sur Google, ton moteur de recherche, méthodersr.com. Et ça te permettra d'accéder à du contenu gratuit et d'en apprendre un peu plus sur tout ça, sur ma manière de voir la bourse. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire, à partager cet épisode avec tes amis qui veulent se lancer en bourse. Aujourd'hui, il y a plus de 140 épisodes à ta disposition sur le podcast des nouveaux rentiers. Pour moi, c'est une mine d'or pour comprendre l'investissement en bourse, en crypto, et aussi pas mal d'interviews sur l'immobilier. Donc je suis content de bâtir au fur et à mesure cette bibliothèque de connaissances et j'espère aussi que tu es content d'en profiter et d'écouter tout ça. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée en fonction de quand tu écoutes ce podcast. C'était Florent pour les nouveaux rentiers et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao!